Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc poursuivre cette note d'actualité sur l'Europe et sur l'Union européenne par la dernière vidéo, la vidéo numéro 3, qui est consacrée à ce sujet et plus spécialement à l'Union européenne dans toutes ses étoiles. Je vous rappelle que cette note d'actualité fait partie de l'intelligence sociétale. Donc elle appartient au site culturesociétale.com qui comprend 800 heures de cours sur tous les problèmes d'actualité mondiale et qui est destiné non pas à être en Wikipédia mais être une base de mémorisation car l'information y est traitée de manière spéciale, concise, précise, mise en gras, idées décalées de droite à gauche, etc. Bon. Donc, ça fait partie de l'intelligence sociétale. Voilà cette note d'actualité. L'Europe et l'Union européenne, numéro 3. Et ce sera la dernière sur ce sujet. Donc, je rappelle cette vue qui figurait dans la première et la deuxième vidéo. La présente vidéo se compose de deux parties. La note de l'actualité la plus récente qui était l'objet de la vidéo numéro 1. Un extrait sérieux de la partie du module à laquelle la note s'incorpore. Cet extrait était afférent aux relations internationales et en bas de page j'apportais une précision comme quoi malgré le souci de concision sur un sujet aussi vaste j'ai tellement d'informations triées sur le volet que j'ai été soucieux de ne pas trop en prendre, bien que tout est intéressant finalement, évidemment. Et nous allons donc faire une immersion. On va refaire une immersion comme au début de la vidéo numéro 2. Dans le module des relations internationales, nous allons prendre le programme 2, Europe et Russie, tradition gaulliste oblige. Voilà. Ensuite, on en arrive au chapitre 1er, Europe. Et puis nous en arrivons là, mais au lieu d'être dans la section 1 comme précédemment, nous sommes dans la section 2, institutions, et nous allons prendre le paragraphe 1er, Union européenne, on laisse tomber tout le restant, et nous allons traiter d'une affaire ancienne maintenant, mais bon, pas si vieille que ça. Ensuite, on verra des données politiques, des données de finances, des données économiques et des données relatives à certains pays. Et puisque tout est affaire de culture, en bas, l'Eurogroupe est le club fermé des grands argentiers de l'Union européenne. Eurogroupe. Eurogroupe. Voilà. Donc, grand A, l'affaire qui remonte à 2006, je crois. Oui, Édith Cresson. On l'a complètement oublié avec le temps qui passe, on oublie tout, l'homme est un amnésique. Donc ravivons un peu les neurones. Premièrement, fin de l'affaire, on prend ça à la fin. L'arrêt de la Cour européenne de justice du 11 juillet 2006 a mis un point final à l'affaire Édith Cresson. Ensuite, il faut souligner que ce qui a été jugé à Luxembourg apparaît comme dérisoire et ne valait peut-être pas la mobilisation pendant 7 années d'acharnement, de moyens et d'énergie aussi considérables. Oui, on voit là les passions humaines, la passion humaine inutile souvent, déplorable et inutile surtout, inefficace, disproportionnée. Bon, qui est à l'origine de bien des guerres aussi, par le passé. Et sans doute aujourd'hui aussi, avec le capitalisme. Bon. Troisièmement, les problèmes conseillers avocats. Au stade ultime de la procédure demeurait deux problèmes. L'embauche d'un visiteur scientifique dentiste. Sous le couvert de statut hybride, elle avait été accusée devant un conseiller personnel, René Berthelot, chirurgien dentiste, promu visiteur scientifique. Ensuite, elle avait 3 contrats confiés à un avocat d'affaires luxembourgeois et présumés douteux.
Ensuite, Eddy Cresson n'a visiblement jamais recherché la popularité à Bruxelles. Jamais. Ensuite, ces accusations contre la droite allemande, qu'elle juge responsable de toute l'affaire. C'est une affaire transnationale. Et ses vives critiques à l'égard de diverses institutions communautaires ont fait oublier le bon travail qu'elle a accompli dans la capitale belge. Voilà. Eddy Cresson ne perdra pas sa retraite de commissaire, qui avoisine 4 000 € mensuellement. Voilà, bon. Et ancienne Premier ministre, il faut rappeler que Eddy Cresson a été la chef du gouvernement, Premier ministre du gouvernement français, Eddy Cresson. Oui, il est loin le temps où Olympe de Gouges à la Révolution française disait, comme c'est expliqué dans une autre vidéo, si les femmes montent à la guillotine, elles peuvent bien monter à la tribune. Là voilà, la tribune, Eddy Cresson. Oui, on oublie tout, mais même Olympe de Gouges, on s'en souvient. Voilà pour la seule affaire à laquelle nous avons accordé quelques crédits, car il y a eu d'autres affaires, mais plus récentes, mais il ne sert à rien, je pense, de les multiplier. Politique. Les lobbies. Les lobbies sont une question intéressante. Voilà le plan de l'intervention. Il y aura un résumé au début. On parlera du nombre des lobbies. On verra la question du registre des lobbies, des agendas, du pantouflage des commissaires et autres personnalités, des méthodes dans les hôtels, etc. Bon. De l'opportunité du lobbying, oui ou non, et de la moralité publique de cette question, des lobbying. Voilà. Donc, résumé, les groupes de pression sont à Bruxelles, une puissante réalité avec beaucoup d'argent en jeu. Voilà le résumé, puissant et argent. Ouais. Nombre. Première question. C'est le paradis des groupes de pression, Bruxelles, des groupes d'intérêt. Il serait plus de 7500. En 2015, plus de 7500, c'est énorme. Des groupes. Hein. Il y aurait en fait 30 000 lobbyistes. Une petite ville, hein. une ville moyenne, 30 000. Ils sont regroupés dans la vieille ville, autour des institutions communautaires, le Parlement surtout, le Conseil et la Commission européenne. C'est bon à savoir. Les gros lobbies, en voilà un ou deux, regroupent Business Europe, qui regroupe les MEDEF européens. Business Europe, voilà. Influencer ceux qui prennent les décisions. Bon. Ensuite, la City de Londres a son lobbying propre. Il ne faut pas oublier aussi que la City de Londres, c'est un des grands pôles de la fraude fiscale mondiale. Sinon, le premier. La question du registre, troisièmement. En 2011, déjà, on s'est forcé de réglementer le lobbying. Un registre commun de lobbies publics avait été élaboré et il avait été remis à jour plus tard. L'inscription n'était pas obligatoire, mais ceux qui veulent rencontrer des commissaires ou leur cabinet doivent être inscrits. C'est une incitation à être inscrit, ça. Voilà. Voilà pour le registre, qui n'est pas obligatoire. Les agendas. Les commissaires doivent, depuis 2014, les commissaires et membres de cabinet doivent rendre public leurs agendas. C'est une manière de contrôler le lobbying. Avec qui ont-ils rendez-vous?
La Commission voudrait que les eurodéputés publient aussi leur agenda. Le Parlement européen a du ménage à faire encore en son sein. Les anciens de la Commission émargent dans le privé. C'est une forme de pantouflage avec le lobbying. Les méthodes. Le think tank Bruegel Forum Europe, Friend of Europe, organise colloque sur colloque dans des hôtels sur l'actualité européenne. Colloque sur colloque. Il faut être présent, c'est classique, et laisser un souvenir durable. Le siège d'autres lobbies font le siège de la Commission, qui a le monopole de l'initiative législative. La Commission a 30 000 salariés. 30 000 salariés. Ça fait beaucoup de monde. Il s'agit de rencontrer les fonctionnaires travaillant sur les détails des textes, les détails des règlements par exemple, ou des directives. Voilà des think tanks. Question. Depuis le traité de Lisbonne, il faut arpenter les couloirs du Parlement. Oui, parce que les pouvoirs du Parlement ont été renforcés, notamment le droit de veto dans certains domaines. Donc on voit désormais les lobbies dans le Parlement. Au Parlement, on signale que les eurodéputés ont une masse considérable de textes à examiner et à voter. On a vu dans une vidéo numéro 2 un eurodéputé critiquer vivement le système, qualifier les députés d'idiots, parce qu'ils signent des textes qu'ils ne connaissent même pas, qu'ils n'ont pas lus. Bon. Grand E, l'Union européenne avait un projet de directive sur le tabac. Un industriel du secteur a fait échouer ce projet. Voilà. Voilà comment ça se passe. L'opportunité du lobbying. Sans les lobbies, on ferait des bêtises. Ils nous permettent de prendre la température des attentes des uns et des autres. C'est l'administration de l'Union européenne qui tâte le pouls des groupes que représentent les lobbies. Les institutions sous-traitent une partie de leur expertise aux lobbies. Il n'y a pas qu'au Parlement européen. Dans le gouvernement français, dans une autre, dans le site de Culture Sociétale, j'en parle de ça. Bien sûr. On est étonné de voir qu'il y a des tâches qui devraient relever de l'administration publique et qui sont attribuées à des cabinets privés. La question huitièmement de la moralité. La France vit sur le mythe selon lequel l'intérêt général ne peut être défendu que par les fonctionnaires. S'agit-il vraiment d'un mythe? À Bruxelles, le lobbying à visage découvert, c'est beaucoup plus démocratique. Voilà des propos particuliers. Il est certain qu'une fonction publique qui a des fonctionnaires et qui représente très bien l'esprit public de la France, du service public. Voilà. Et prétendre que le lobbying est plus démocratique, c'est douteux. Bien. Après le politique, nous passons aux finances. C'est une autre question, ça. Nous avons de l'argent pour l'ultra-droite. Et puis, le second point, ce sera le premier grand emprunt de l'Union européenne.
L'agent pour l'ultra-droite, voilà le plan de nos développements. Nous parlerons d'abord de l'argent. Il y aura des montants qui seront cités. Ensuite, de l'Alliance européenne des mouvements nationaux, notamment d'associations. On verra apparaître M. Le Pen. Et deuxièmement, le premier grand emprunt de l'Union européenne, un résumé d'abord. Ça se chiffre en milliards. L'ancienne chancelière allemande Angela Merkel avait souligné que des choses douteuses, donc voilà. Les conditions, et on verra ensuite. Bon. Donc finance, l'extrême droite européenne s'alimente au budget de l'Union européenne. Argent, les données tenant à l'argent. Le Parlement européen a un budget de 2 milliards d'euros annuels mal contrôlé. 2 milliards. C'est l'argent des contribuables. Oui, car les ressources principales de l'Union européenne, la ressource fiscale principale, c'est une contribution de chacun des États au regard de la TVA. Et qui c'est qui paye là? Qui c'est qui supporte la TVA? C'est bien le consommateur. C'est pas les entreprises. Voilà. Donc, c'est l'argent des contribuables. Le Parlement européen attribue chaque année 50 millions d'euros de subventions. L'ultra-droite perçoit 7 millions, bien qu'elle ne soit pas pour l'Europe. Bon. Et les subventions ne doivent pas dépasser plus de 85% des ressources des partis. Oui, 85% c'est déjà beaucoup. Il faut qu'ils aient 15% d'argent propre. Un petit mot sur l'Alliance européenne des mouvements nationaux. C'est une association de droit alsacien qui regroupe plusieurs responsables des partis d'ultra-droite. A été reconnu comme parti politique européen et à ce titre perçoit plus de 1,5 million d'euros en 5 ans du Parlement. Il n'est pas besoin de présenter des candidats aux élections, donc c'est bien. Fondé par Jean-Marie Le Pen, et Marine Le Pen a créé d'autres associations. Sa fille a créé d'autres associations comme l'Alliance européenne pour la liberté, l'Alliance européenne pour la liberté, avec 5 millions d'euros de subventions par an. On peut multiplier donc les associations pour percevoir des ressources européennes. Deuxième question. Le premier grand emprunt de l'Union européenne. Le résumé est rapide. L'Union européenne s'est endettée. Le principe d'un endettement commun de 750 milliards d'euros est admis, alors que les pays du Nord, y compris l'Allemagne, y étaient opposés, voici peu. 750 milliards d'euros d'emprunt. Angela Merkel, l'ancienne chancelière, a souligné un esprit de compromis douloureux. Elle avait raison. Condition. Les 27 ont le droit de regard sur l'utilisation des fonds par un État, mais pas de veto. Oui. Toute activité de contrôle est suspectée de ne pas être opérationnelle. Il n'y a qu'à voir la France, avec beaucoup d'activités de contrôle. On est présupposé, on est toujours attiré par aujourd'hui et demain. Et le passé, on l'oublie. C'est là une grande partie de la cause de l'échec des politiques de contrôle, quelle qu'elle soit. L'octroi des aides n'a pas été conditionné par l'état de droit pour ne pas bloquer la Pologne et la Hongrie, dont on pourrait douter qu'elles soient des états de droit. Pour la Pologne,
Il est loin le temps de Solidarność et de Lech Walesa. Et la Hongrie, Viktor Orban a montré une certaine couleur. Bon, cette dette liera les pays de l'Union européenne pendant 30 ans. Bonjour pour les générations à venir. 750 milliards d'euros. À chaque jour suffit sa peine, dit un vieux proverbe français. Demain est un autre jour. 30 ans. Ensuite, réduire la contribution des États pauvres. La France souhaitait réduire à rien la contribution budgétaire de certains États pauvres pour ne pas mettre en difficulté le gouvernement et ouvrir la porte au populisme. Il est certain que... Qu'est-ce qu'on entend par populisme? Est-ce que la Révolution française, c'est du populisme? Celle de 1789? Il est certain que quand les peuples sont en difficulté, sont pauvres, ça peut créer des révolutions. Bon. Pour l'économie, maintenant, on va parler du contrôle de l'industrie numérique. On dira un mot du tribunal de l'Union européenne qui s'est prononcé. On verra quelques bases. On verra quelques affaires contrôlées. Et quelques points divers sur les obligations des réseaux sociaux, etc. Donc, d'abord, le tribunal de l'Union, la Commission de l'Union européenne avait réclamé à tort à Apple, en 2016, le paiement d'une somme de 13 milliards d'arriérés d'impôts à l'Irlande, ayant bénéficié d'une aide d'État illégale par régime fiscal préférentiel. On ne tire pas les mouches avec du vinaigre. 13 milliards d'arriérés d'impôts. Le tribunal estime ne pas avoir la preuve d'un régime fiscal en fraude. Voilà. L'appel reste possible auprès de la Cour de justice. Voilà le schéma des juridictions. Deuxièmement, quelques bases. La fiscalité est compétence nationale. Sinon, il faut l'unanimité des États membres pour prendre une décision en matière fiscale. L'argent des impôts, on touche au cœur de l'État. Il y a aussi l'emprunt pour la France, qui est tout aussi important. La concurrence est une compétence de la Commission de l'Union européenne. La concurrence. La dite commission contourne cet aspect juridique en requalifiant l'aide fiscale en aide financière. Ça a été détaillé par la commissaire à la concurrence. Une technique Margaret Vestager a des dossiers chauds en appel au regard de la concurrence. Les affaires contrôlées, par exemple, en voilà. Google, abus de position dominante, notamment pour le comparateur de prix Google Shopping. Comparer les prix, c'est de la stratégie d'entreprise, ça. Abus de position dominante. Ensuite, le système d'exploitation mobile Android aussi. Il y a eu une affaire sur ça. Ensuite, le système publicitaire AdSense. Oui.
replacer à sa place. Ensuite, Amazon. Les enquêtes, à ma connaissance, sont en cours sur Amazon. Et on a déjà vu Google, mais Facebook, il y a une enquête pour utilisation de données. Donc, en tout cas, il y a des affaires avec un contrôle là. Oui. Quatrièmement, autre. Au titre de la législation de l'Union européenne, il y a le Digital Service Act en 2020. Projet de contenu en ligne. Quels enjeux face au projet du Digital Service Act de l'Union européenne? Oui. Petit b. Autre chose encore. Le renforcement des obligations des réseaux sociaux. On en parle beaucoup de ça. Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, YouTube. Les obligations. Car ils ont évolué assez largement dans un cadre non réglementaire international. Notamment le respect des droits d'auteur. C'est fondamental. Même si les Chinois ne le respectent pas, ça. Et interdiction de l'autopromotion. Ça, c'est autre chose. Il est presque naturel de faire sa publicité pour vanter ses mérites. Bon. Baisser. Enfin, c'est là. Baisse des impôts pour les sociétés USA. Ah oui, c'est le président Trump qui avait baissé les impôts pour les sociétés USA qui y reviennent. Et il y a beaucoup d'entreprises qui ont répondu à cet appel. Par exemple, Apple a rapatrié 250 milliards et payé seulement 37 milliards d'euros en quelque sorte. C'est le président Trump qui avait fait ça. Voulez-vous domicilier votre entreprise aux USA aussi? Bienvenue aux States. Voilà pour ces données de l'économie. Nous allons parler maintenant de 2 points, la Moldavie et l'Allemagne dans ses relations avec la France. Tout d'abord, la Moldavie, c'est au sujet des visas de l'espace Schengen. Voilà. Donc la Moldavie. La Moldavie, c'est cet État, tout en long, le long d'un fleuve qui descend des montagnes vers la mer Noire. Voilà. Le traitement des visas en 2007 a été installé à Chisinau, la capitale de la Moldavie, le premier centre européen de traitement commun, communautaire, donc des visas. On avait délivré 7000 aux Moldaves en une année. Ce sont des visas de destination de l'espace Schengen. Cet établissement est géré par des Hongrois. En tout cas, le but en installant en Moldavie ce centre, c'est le pari européen. C'est le pari qui est au cœur de l'Union européenne, qui comprend des États à niveau économique très différents et qui permet de... Le but étant, pour les pays qui sont moins riches que d'autres, d'y installer des activités qui vont faire monter le niveau de vie de la population jusqu'à équilibrer celui des autres pays dominants en quelque sorte, les plus riches. Voilà. Et ce sera à ce moment-là que l'on établira des impôts exactement du type de ceux qu'il y a dans les pays dominants. Voilà. C'est le pari européen.
On sait, succès de l'intégration européenne. Cette expérience est saluée comme un succès de l'intégration européenne par les Moldaves. Plusieurs centaines de milliers de Moldaves travaillent dans l'Union européenne, principalement en Italie et au Portugal. Donc voilà, c'est un succès, point de vue des centaines de milliers. Visa Schengen permettent de sécuriser et faciliter leurs déplacements. Voilà, Schengen. La deuxième question, outre la Moldavie, c'est les relations de l'Allemagne et de la France. Un petit résumé sur ce texte. Les Latins sont éternellement dépensiers et se moquent de leurs cousins du Nord à l'austérité protestante. Voir le livre dont j'ai parlé tout à l'heure, d'Alain Peyrefitte, La société de confiance, où Alain Peyrefitte dit que le grand commerce maritime des grandes compagnies du temps jadis, des siècles passés, était établi dans les Pays-Bas, notamment Amsterdam, Rotterdam, etc. Voilà. Le protestantime étant travailleur, les latins étant plus air du temps, dépensiers, là, en termes germaniques. Bon. À Maastricht, François Mitterrand espérait affaiblir l'Allemagne en la privant du Deutsche Mark. Voilà une considération de François Mitterrand, attribuée à François Mitterrand. Le chancelier Kohl était toujours très ému. Ça, c'est les personnalités. Valéry Giscard d'Estaing aussi, le président Valéry Giscard d'Estaing avait émis l'opinion qu'il était aussi d'une émotivité importante, alors que Mitterrand maîtrisait davantage ses émotions. Le commandeur, la statue. Le traité de Maastricht est un fondement de l'Union européenne, après le traité de Rome, etc. Bon. Troisièmement, point d'histoire. En mai 1948, au congrès de La Haye, Winston Churchill avait lancé l'idée des États-Unis d'Europe, un grand programme, là. États-Unis d'Europe. On voit ici le Premier ministre Winston Churchill, le président français Paul Ramadier, Winston Churchill, le discours de Winston Churchill, qu'on qualifiait de bulldog, parce que par moments il était hargneux, il avait du caractère, comme disait Charles de Gaulle, avoir du caractère, c'est avoir un mauvais caractère pour les autres. Voilà. Et donc, voilà le congrès de La Haye. Une citation de François Mitterrand. Bon. Histoire en 2007. Un truc pittoresque. Lors d'une rencontre des ministres des Finances en 2007 au Luxembourg, le ministre des Finances allemand, Per Steinbrück, connu pour son franc-parler, avait un peu provoqué Nicolas Sarkozy, qui avait déclaré ouvertement « C'est qui ce gros con ?» C'était le ministre des Finances, Per Steinbrück. C'était un con particulier. Bon, ça c'est une anecdote. Hein. Et nous n'avons pas tout à fait atteint les 35 minutes, donc c'est bien comme durée. Nous pourrions continuer, bien sûr, par le Conseil de l'Europe, l'OTAN et la Banque Centrale Européenne. Mais cela suffit à nourrir une note d'actualité qui vous a fait percevoir bien des intérêts sur la définition de l'actualité de l'Europe et de l'Union européenne, et jusqu'à des notions de Otto de Habsbourg, voilà, ce qui est de grande qualité. Voilà.
Dans la section 3, il y a un voyage du nord au sud de l'Europe qui est assez instructif, touristique, culturel, gastronomique, qui est très intéressant pour tous ceux qui voudraient répéter la même chose, avec un livre d'ailleurs à la clé aussi. Voilà. Nous en avons ainsi fini avec cette note d'actualité consacrée à l'Europe et à l'Union européenne. Nous avons vu 3 vidéos, 1, 2, 3, et notamment l'histoire reçue, avec le traité de Lépante, la fête du rosaire, etc., etc. Voilà. Cela dit, cette note d'actualité sur l'Europe est achevée. Elle se rattache, je vous le redis, à l'intelligence sociétale. Pour ceux qui voudraient en savoir beaucoup plus, pour enrichir leurs neurones et puis aussi pour parler mieux dans les conversations avec autrui, ou pour rédiger pour les étudiants des mémoires, même des thèses aussi. Il faut faire flèche de tous les bois qu'on rencontre. Voilà. Et dans ces 800 jours de cours, vous avez énormément de notes, comme celles que vous avez vues ici aussi. Voilà. Cela dit, 36 minutes, 37 minutes bientôt. Nous allons donc nous arrêter. Et je vous remercie vivement d'avoir pris connaissance de toutes ces informations. Et je vous dis au revoir et à une autre note d'actualité, peut-être sur le Sénat. On va voir, le Sénat français. Voilà. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir.